J'ai un truc à vous proposer, une puce qu'on va implanter dans votre cerveau avec pour effet de séparer votre mémoire en deux. D'un côté, tout ce qui concerne votre travail et de l'autre, tout le reste. Ces deux parties de votre mémoire deviennent imperméables l'une à l'autre. Est-ce que ça vous tente ? L'année 2022 n'est pas terminée et je suis loin d'avoir vu toutes les séries qui sont sorties depuis le 1er janvier, bien sûr. J'attends notamment la saison 2 de Gangs of London, aussi 1899 par les créateurs de Dark ou encore Willow. Quoi qu'il en soit, ma meilleure surprise de cette année reste Severance sur Apple TV, dont la diffusion avait commencé en février. Attention, je ne dis pas que c'est ma série préférée de l'année 2022, ce choix irait sans doute à House of the Dragon, mais que c'est la meilleure surprise que j'ai eue et de loin. Severance est un concept d'anticipation qui tend vers la dystopie, mais c'est bien plus que ça encore. Et si vous avez besoin de motivation pour aller plus loin, sachez déjà qu'on y retrouve John Turturro, Christopher Walken et Patricia Arquette dans des seconds rôles. Oui, vous avez bien entendu, dans des seconds rôles. Alors pourquoi je ne vous en parle que maintenant? La question n'est pas franchement très intéressante, on s'en fiche un petit peu. L'essentiel, c'est que je vous en parle, que vous découvriez cette série, si ce n'est pas déjà le cas. Justement, sachez que cette vidéo sera séparée en deux parties, l'une sans spoiler pour la découverte et l'autre avec pour faire plaisir à celles et ceux parmi vous qui ont déjà vu la série. Attention, vous n'aurez absolument aucun souvenir d'une partie de la vidéo en regardant l'autre. Severance est donc une série originale Apple TV sur une idée de Dan Erickson. Vous n'avez jamais entendu parler de Dan Erickson ? C'est normal. Le premier script de Severance a été achevé par Dan Erickson en 2016 et ce n'est que 6 ans plus tard que le projet est arrivé sur nos écrans, notamment grâce à Ben Stiller qui en a reconnu le potentiel énorme et a réalisé lui-même 6 des 9 épisodes de la première saison. Ouais, Ben Stiller, la nuit au musée, tout ça. Mais revenons à l'univers intrigant de Severance. On se situe dans un coin pas vraiment identifié des États-Unis, dans un futur très proche ou un présent parallèle au nôtre. Et si vous voulez profiter pleinement des 6 premières minutes du premier épisode sans interférence de ma part, allez-y avant de revenir sur la vidéo, ça me ferait plaisir. Si vous êtes prêts, sans gros spoiler, mais pour plus de contexte, c'est parti. Mark Scout est notre personnage principal et il travaille pour Lumon, une méga corporation de biotechnologie. Auparavant, Mark était professeur d'histoire, mais sa vie a basculé quand son épouse est morte dans un terrible accident de voiture qui a heurté un arbre. Mark a accepté la procédure de séparation, de dissociation, en tout cas severance en anglais, qui sépare sa mémoire en deux. Cette procédure a été développée par Lumon et est proposée à certains de ses employés. Au fil des 9 épisodes, Mark, d'un côté de sa mémoire comme de l'autre, va faire d'étranges découvertes avec ses collègues notamment, et il va commencer à remettre en cause l'univers étouffant de sa vie au sein de l'énigmatique entreprise. Est-il vraiment besoin de vous en dire beaucoup plus sur l'histoire en elle-même avant d'en venir au symbolisme et à l'intérêt de cette série? Je ne pense pas. Ce que vous devez savoir sur Severance, c'est qu'elle se classe totalement dans ce qu'on appelle les slow burn. Initialement, on parlait surtout de slow burn dans la littérature de romance, avec une relation qui met très longtemps à se concrétiser. Dans le cas de la série, disons qu'elle distille les informations et l'évolution de sa trame principale à petite dose, jusqu'à un épisode 9 qui est tout simplement énorme et haletant. Le problème, c'est que certains abandonneront cette série dès le début en la jugeant trop lente et ils rateront quelque chose de vraiment exceptionnel. On pourrait par exemple comparer avec Andor, la série Star Wars en cours de diffusion, que certains couvrent de louanges et à laquelle je reconnais bien des qualités. Toutefois, dans des univers qui n'ont rien à voir, je continue de lui préférer, pour l'instant du moins, Severance. Les points forts de la série sont nombreux, mais c'est la combinaison de tout cela et l'ambiance que la série parvient à conjurer qui lui donne une saveur extrêmement originale et particulière. Visuellement déjà, on a un très gros travail sur la couleur, la lumière et la composition des plans. Tous ces éléments sont au service de l'histoire, du propos de la série. Comme vous l'avez compris, je pense, on a deux versions des personnages qui sont passés par cette procédure de dissociation. En VO, les innies désignent la personnalité du bureau et les outies, celle de l'extérieur. Pour séparer ces deux mondes, la série joue beaucoup sur la lumière, souvent crue, puissante dans les bureaux, tandis que la pénombre domine le monde extérieur que les employés rejoignent à la tombée du soir, la première saison se déroulant en hiver. Dans la composition des plans, vous aurez une myriade d'exemples de la dissociation avec des éléments de décor qui serviront de lignes horizontales ou diagonales
pour couper l'écran. Du côté des couleurs, on a une nette domination du vert et du bleu avec aussi des pointes de rouge. Dans les couloirs labyrinthiques qui évoquent sans doute les fameuses backrooms, on a un blanc immaculé, mais pour le reste, le vert et le bleu sont clairement les couleurs dominantes de Lumon, cette méga corporation inquiétante. Justement, le débordement de ces tonalités à l'extérieur vient souligner que tout n'est pas aussi simple et que l'influence de Lumon déborde, comme ses couleurs, très largement des seuls locaux de l'entreprise. En effet, les maisons standardisées appartiennent elles aussi à la corporation qui fonctionne autour d'un étrange culte de la personnalité, articulé sur toute la famille du fondateur de Lumon, Keir Egan. Un dernier mot sur cette réussite visuelle pour parler d'un élément absolument central ici, à savoir les décors. Le bâtiment gigantesque de Lumon est une écrasante expression du brutalisme, un style architectural marquant des années 50 à 70, et à l'intérieur on est comme entre deux mondes ou dans un nouvel univers à l'esthétique rétro-futuriste. Les technologies utilisées relèvent de l'analogique et on peut se demander si cela a un rôle dans l'histoire, comme par exemple pour empêcher toute intrusion externe par piratage informatique. Enfin, on a cette merveilleuse idée de mise en scène que sont les scènes d'ascenseur, là où un employé dissocié va passer d'une mémoire à une autre, deux grands moments de subtilité d'interprétation. Le sentiment de décalage, d'étrangeté de Severance est magnifié par une bande originale totalement au service de la série et dont le compositeur Theodore Shapiro a été récompensé par un prix. Je ne vais pas m'étendre sur la distribution, le cast si vous préférez, mais pour moi qui n'ai toujours pas vu Parks and Recreation, Adam Scott est une vraie découverte dans le rôle principal, sachant que tout le monde joue ici la partition à merveille, avec peut-être une mention toute particulière pour John Turturro. Il est égal à sa réputation. Et il est plus que temps d'en venir au symbolisme de la série et à ses messages, sachant que la porte est laissée grande ouverte à l'interprétation. Une chose est sûre, Severance ne traite pas un sujet unique, on y trouve certes une critique de la déshumanisation qui découle de l'aliénation au travail. Ça semble très clair dans la série, c'est peut-être la première chose qui vous sautera au visage, mais la réflexion va bien au-delà en portant sur la notion même, je crois, d'absurdité de l'existence humaine. On a aussi bien sûr une réflexion sur l'identité avec l'impact qu'a une portion, tout du moins, de notre mémoire sur la structuration de notre personnalité. Les innies, c'est-à-dire ces employés qui sont à l'intérieur de Lumon, à la mémoire extérieure inaccessible, vous l'avez compris, ne sont pas de simples pages blanches, mais ils présentent un potentiel nouveau pour prendre une direction qui leur est propre par rapport à leur personnalité extérieure à Lumon, tout comme ils font des proies idéales pour l'endoctrinement. Car oui, bien entendu, l'une des grandes thématiques de la série, c'est la manipulation mentale, la dérive sectaire. On pourrait même carrément penser à Ron Hubbard, à la scientologie bien sûr, dans bien des aspects qui définissent la famille Egan. Le culte de Keir Egan est clairement une religion avec ses textes sacrés, ses figures saintes, son art liturgique et même ses rituels réservés aux heureux initiés, comme la fête de la gaufre. Enfin et peut-être surtout dans Severance, nous sommes confrontés à un individualisme poussé tellement loin que l'individu lui-même accepte de sacrifier un autre lui-même pour son confort mental, sa tranquillité d'esprit supposée. Et bien sûr, cette capacité à se déshumaniser soi-même en dit long sur celle à déshumaniser autrui, à condition que cela ne vienne pas empiéter sur notre illusion de confort quotidien. On peut penser à de nombreux exemples récents et réels sur des conditions de travail inacceptables au service d'événements ou de création industrielle, la Coupe du Monde au Qatar ou encore l'exploitation des mines de cobalt en République démocratique du Congo au détriment de dizaines de milliers d'enfants n'en sont que deux illustrations. Que sommes-nous prêts à faire subir aux autres et même à nous-mêmes? Qui pourrions-nous être en repartant de zéro? Quel sens a l'univers? Et qu'est-ce que Lumon a véritablement l'intention de faire dans le dédale de ses couloirs et les profondeurs infernales de ses bâtiments? Quelques réponses peut-être avec la saison 2 qui ne devrait arriver qu'en 2024. Oui, je sais, ça commence à devenir une véritable manie de nous faire poireauter 2 ans entre la première et la deuxième saison de nos séries favorites. Et c'est moche. Avant d'en venir à une partie plus concise de cette vidéo avec spoiler, vous l'aurez compris, je vous recommande absolument de découvrir cette série qui continue de me fasciner plusieurs mois après son visionnage et je vous invite non seulement à vous abonner à la chaîne, bien entendu à laisser un pouce en l'air, mais aussi à partager cette vidéo qui risque sans doute de souffrir de la méconnaissance autour de ce petit bijou. Attention, nous entrons dans le territoire des spoilers à partir de maintenant.
Il y a tellement à dire sur Severance, commençons par la Waffle Party, la fête de la gaufre, cette récompense qui fait tant rêver Dylan. Ce qui est exceptionnel pour un ini, c'est d'offrir l'accès à des moments de vie qui sont normalement impossibles pour eux à connaître, puisqu'ils sont pour les outies. En effet, avec la gaufre, on a l'idée de manger quelque chose de plaisant, souvent associé au petit déjeuner, sachant que dans leur mémoire, le petit déjeuner n'existe pas, tout comme le dîner ou même l'idée de se coucher et de dormir. Et oui, la possibilité de se coucher sur le lit est donc là aussi exceptionnelle pour un ini qui ne fait jamais l'expérience directe du sommeil. Bien sûr, l'étrange ballet étonnamment sexualisé des 4 tendances qu'il faut maîtriser dans la liturgie de Kierkegaard vient apporter à tout cela un aspect dérangeant, décadent et sectaire. Pour maîtriser ces tendances, le gagnant a à sa disposition un martinet à 9 lanières, les 9 qualités essentielles selon Kierkegaard. 9 qualités comme les 9 cercles de l'enfer, sachant que la notion d'enfer est exprimée à plusieurs reprises, notamment dans le faux prénom de Ellie, la nouvelle arrivante qui demande dès le premier épisode si elle est morte. Attention, je ne dis pas que c'est véritablement l'enfer, le purgatoire ou que tous les personnages sont morts, rien à voir, mais la métaphore est volontairement mise en avant. D'ailleurs, quand on imagine la vie des inis qui quittent le bureau pour aussitôt y revenir jour après jour, on pense inévitablement à des fables mythologiques telles que celle de Sisyphe qui pousse inlassablement sa pierre, ou aux Danaïdes emplissant leurs tonneaux troués, les deux se déroulant dans le Tartare, une version de l'enfer mythologique. Bon, sinon, à quoi servent les chèvres? Extrêmement difficile à dire, mais je suppose qu'elles sont liées au projet secret de Lumon. Je vous préviens quand même une dernière fois parce que je suis sympa, maintenant je vais lâcher du très gros spoiler qui gâche des surprises et qu'il vaut nettement mieux à voir en regardant les épisodes, les surprises. Lumon cherche bien évidemment à étendre la dissociation avec le soutien de politiques comme le sénateur Angelo Arteta, mais avec la révélation de fin de saison quant à l'identité véritable de Miss Casey, je pense probable que Lumon travaille sur le clonage humain. Et des tests de clonage sont potentiellement menés sur les mystérieuses chèvres, chèvres auxquelles on retrouve d'ailleurs des références visuelles dans quelques-unes des pièces à l'extérieur des bureaux de Lumon. Si Harmony Cobell observe si spécifiquement Mark Scout, c'est peut-être parce qu'elle ne supporte pas la mort d'un être cher, sa mère peut-être, et qu'elle souhaite savoir si le clonage pourrait lui permettre de la retrouver. Miss Cobell observe notamment les séquences de bien-être de Mark chez Miss Casey. Elle a même volontairement placé sur la table une bougie qu'elle a volée dans le carton des affaires de la femme de Mark, et ce carton qui est conservé dans le garage. Harmony poursuit son propre objectif et elle cherche à savoir si la personnalité et les souvenirs peuvent sourdre au travers de la barrière imposée par la puce implantée dans le cerveau. Du moins, c'est ma théorie. Alors certes, de manière générale, ces séances de bien-être ont sans doute été définies, en partie au moins pour vérifier l'imperméabilité des souvenirs entre innies et outies, même si l'aspect apaisant de reconnecter avec des éléments de l'autre version de soi-même est sans doute un effet bien réel. Donc dans tout ça, c'est vraiment l'ajout de cette bougie qui correspond, je pense, à une expérience personnelle de Miss Cobell qui cherche à évaluer l'impact des sens, de l'odorat notamment, qu'on sait capable d'évoquer rapidement des souvenirs ou des impressions. Lorsque Mark sculpte un arbre durant une séance de bien-être, il s'agit bien sûr d'une référence inconsciente à l'accident qui a tué son épouse en percutant ce fameux arbre. Le fait que Miss Casey soit en quelque sorte conservée dans un endroit à part, une zone de test, en prenant cet ascenseur inquiétant au fond du couloir noir, laisse supposer que son statut est très différent de celui des autres employés, pas étonnant puisqu'elle est considérée comme morte par le monde extérieur. Miss Casey est-elle donc un clone? C'est possible, à moins qu'elle ne soit la version réanimée du cadavre de l'épouse de Mark, ce qui serait peut-être encore pire. Ce couloir et cet ascenseur noir sont ceux que Irving, le personnage de John Turturro, passe son temps à peindre quand il est dans sa vie civile. Irving, ce personnage, cache quelque chose dans son passé et il a certainement eu une vie au sein de Lumon avant la procédure de dissociation. Mais alors justement, que se passe-t-il lorsque Irving a des visions de cette matière noire qui déborde des panneaux de son bureau? Il s'agit bien entendu d'une référence à la peinture, mais plus profondément, on peut potentiellement y voir un indice sur une faiblesse de la puce implantée dans son esprit. En effet, Irving a la spécificité de s'endormir au travail, ce qui est interdit bien sûr, et on peut supposer que la puce ne fonctionne plus ou beaucoup moins bien sur le cerveau d'un humain endormi. Du fait de ces micro-siestes, Irving pourrait ouvrir la voie à des fuites entre les deux parties de sa conscience éveillée. Le père de Ellie, qui s'appelle en réalité Elena, Ellie, pas son père, évoque avec elle sa passation, ce qui donne en VO le terme revolving et qui cache sans doute une forme de manipulation, de biotechnologie
que ce soit un transfert de conscience ou autre délire transhumaniste du même acabit. Concernant l'activité véritable du département de MRD, Microdata Refinement, pour le moment, les pistes sont trop nombreuses. En classant ces chiffres, les employés ne font peut-être que travailler sur l'observation de leur comportement pour évaluer le fonctionnement de la puce, comme des rats de laboratoire. Difficile d'affirmer qu'il y a une application concrète à ce travail au-delà de la symbolique forte justement de ce travail dénué de sens. Un mot enfin sur la culture de peur entretenue entre les services pour empêcher les rapprochements. On y trouve clairement un message simple sur la plus grande crainte de la plupart des grosses entreprises, l'entente entre leurs salariés. Faut-il y voir aussi autre chose en lien premier degré avec l'histoire potentiellement, mais ça reste flou, tout comme l'usage véritable de ces objets imprimés par le département d'optique. Severance n'est pas la série la plus corporate de l'année, à moins que ça ne soit le film d'entreprise le plus flippant de toute l'histoire de ce média sans doute sous-estimé, qui on doit notamment les chefs-d'œuvre de la Cogip avec leurs messages à caractère informatif. Déshumanisation, clonage, masques sociaux, anticapitalisme, absurdité de l'existence, mystère de l'identité, qu'on soit perdu dans les méandres des couloirs blancs de Lumon ou en extase face à sa scène de danse terriblement disco, une seule conclusion me vient, vive la créativité, vive Severance et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!